Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview. J'ai aujourd'hui la chance d'accueillir Alec Henry. Salut Alec. Salut Valorant. Ça fait très plaisir de t'accueillir. On a pas mal discuté et c'est la première fois qu'on se voit en vrai, donc c'est trop cool. Je ne sais même pas comment te définir. On pourrait parler d'entrepreneur.com, mais tu as monté énormément de business depuis que tu as l'âge de 21, 22. Ouais, même avant. Avant, c'était moins officiel, mais effectivement, 21 où j'ai démarré ma première boîte, 18 ans où j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, et à partir de l'âge de 15 ans, 14-15 ans, j'ai commencé à m'y intéresser très vaguement de loin, notamment grâce aux jeux vidéo, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera peut-être. À partir de quel chiffre on est riche selon toi? Je pense qu'on est riche non pas à partir d'un chiffre sur un compte en banque, mais d'un résiduel qu'on perçoit tous les mois. Je pense qu'à partir de 10 000 euros par mois, on peut se considérer riche à partir du moment où on est raisonnable et on vit dans un endroit qui nous le permet. Est-ce que c'est cool d'être connu? Ouais. 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 Quelle est selon toi l'industrie la plus prometteuse dans les prochaines années? L'intelligence artificielle. Laquelle en particulier? Il y en a tellement, mais là, quand tu vois tous les champs d'application au travers de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour moi, tu vois, l'industrie qui a le vent en poupe, c'est celle aussi du coaching, du digital. Et quand tu lis intelligence artificielle, digital et coaching, tu te rends compte que tu peux démultiplier énormément de choses. Et la problématique, par exemple, du monde de la formation, l'avantage, c'est que tu disruptes un système et tu peux aider des milliers de personnes d'un coup. Mais l'inconvénient, c'est que tu perds cette dimension personnalisée d'accompagnement. Est-ce que c'est à la mode d'être entrepreneur? Totalement, ouais, totalement. Est-ce que Dubaï a mauvaise presse parce que les gens n'y vont pas? Est-ce que Dubaï a mauvaise presse parce que les gens n'y vont pas? Non, Dubaï a mauvaise presse parce que les gens n'y ne sont pas encore allés et ne connaissent pas Dubaï comme ils devraient le connaître et ne se fient qu'à l'image qu'ils ont d'un nombre minoritaire d'individus ou des échos négatifs qu'ils ont pu entendre. Ouais. Est-ce que tu penses que la France est un bon pays pour entreprendre? Non. Est-ce que les impôts sont trop élevés en France? Oui. Qu'est-ce que tu penses de la BPI? Je pense que c'est une bonne solution également pour donner la possibilité à certaines personnes et ça vient contrebalancer justement les inconvénients, les obstacles, les barrières à l'entrée qu'on pourrait avoir lorsqu'on veut entreprendre en France. Est-ce que les entrepreneurs sont les futurs influenceurs de demain? Ceux qui savent communiquer, qui comprennent le marché de l'attention et qui comprennent que voilà, il faut délivrer énormément de valeur avant tout, oui. Quel est ton podcast préféré ou quelle est ton émission entrepreneuriale préférée en France? J'en ai pas forcément de préféré, mais celle auprès de laquelle j'apprécie le plus passer du temps et je me suis surpris à avoir consulté quasiment toutes les interviews, c'est, je ne sais pas s'il l'appelle encore comme ça, c'est Business Impact de David Laroche. Est-ce que tu penses que toute personnalité publique va devenir à terme un entrepreneur? Je pense que toute personnalité publique l'est déjà. Et dernière question, quel est ton avis sur un jeune de 18 ans qui veut entreprendre? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? C'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. Je pense qu'il faut qu'il avance, qu'il suive ses rêves, qu'il se donne les moyens d'entreprendre. Et quelles que soient quelles que soient les difficultés, quels que soient même les obstacles, les peurs qu'il peut avoir, les enjeux qui sont présents, surtout s'il a 18 ans, il a tout à gagner finalement. Donc je lui dirais d'y aller. Toi, tu as commencé très jeune et tu étais d'abord à l'usine. Et moi, je trouve ça toujours impressionnant, même si jamais c'était quelque chose que tu avais presque stratégisé toi-même. Mais tu étais à l'usine et tu es passé entrepreneur. Comment tu vois, toi, cette dichotomie entre salarié et entrepreneur? On va dire que ça s'est fait tellement naturellement finalement que j'ai pas eu le temps de me rendre compte d'un shift ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'était très simple. Je me suis dit, je suis à l'usine, tous les jours je me réveille à 6h45 ou 5h45, je prends mon train à 6h11, je suis à 7h à l'usine, je dois badger avant 7h, tu vois, et ça dure toute la journée, je fais un job que j'aime pas, etc., etc. Et du coup, j'ai cherché avant tout des solutions pour m'émanciper de ça, pour sortir de ce cadre qu'on m'avait imposé, et je cherchais la liberté. Et du coup, si la liberté, j'aurais pu l'acquérir par un autre moyen que l'entrepreneuriat, je ne serais peut-être pas devenu entrepreneur, tu vois. Je suis pas forcément ce type de profil qui va te dire j'ai toute ma vie voulu entreprendre, j'ai toute ma vie été créatif, j'ai toute ma vie voulu résoudre des problèmes, etc., etc. La première des choses, c'était très égoïste de ma part, je cherchais simplement une solution pour acquérir ma liberté et ne plus jamais faire des choses que je n'aimais pas faire. Et la voie de l'entrepreneuriat, on va dire, c'est ouverte à moi, mais à la base, pas du tout
comme je l'aborde aujourd'hui. À la base, c'était finalement au travers du trading. Donc je me suis dit, je vais devoir devenir trader, je vais faire plein d'argent, etc. Je vais être devant mes ordinateurs, mes écrans comme ça toute la journée, etc. Donc je me formais au trading, j'ai cumulé 3 jobs pour pouvoir accumuler du capital et puis par la suite pouvoir éventuellement en faire des profits. Et je me suis très vite rendu compte que les mensonges qu'on nous racontait sur Internet, avec 1000 euros, 10 000 euros, tu vas pouvoir vivre du trading, etc. et devenir trader, machin, en compte propre, c'était pas la réalité. Et c'était plus dans un but, soit de te faire souscrire à un broker particulier ou de te faire vendre une formation. Et naturellement, je me dis, ok, maintenant que j'ai un petit peu d'argent de côté, que je me rends compte que le trading, ça va pas être fait pour moi, quelle est la voie la plus simple et rapide pour pouvoir acquérir cette liberté que je convoitise tant? Parce que je pouvais plus continuer comme ça. Et c'était finalement l'entrepreneuriat. Donc je me dis, ok, qui je vais pouvoir aider? Les entreprises, comment je vais pouvoir les aider? De quoi elles ont besoin? D'avoir des clients, comment je peux leur donner des clients grâce au digital? Je ne maîtrisais pas forcément le digital, hein. À part un passif d'ancien geek accro aux jeux vidéo, je n'avais pas de compétences particulières ni en digital ni en marketing, mais je savais que j'avais la volonté d'acquérir les compétences pour le faire. Et en plus, on était 2 associés, donc Amine et moi-même, où lui faisait des études de médecine en parallèle. Donc il avait pas mal de temps pour pouvoir gérer cette partie, on va dire back-end, apporter le résultat au client. Et moi, j'étais full-time, j'avais la capacité d'être full-time pour pouvoir aller chercher des clients, parce que j'ai posé ma démission avant même d'avoir mon premier client finalement, tellement que je voulais avancer, que j'étais sur le terrain et j'allais closer les premiers deals. Pourquoi alors autant de gens, selon toi, hein, mais où se sentent ce besoin de liberté, se sentent enfermés là où ils sont, et n'y vont pas pour autant et ne tentent pas pour autant? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils se sentent pas de le faire, ils ne se sentent pas d'avoir la capacité de le faire? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ne sont pas si inconfortables que ça dans cette situation? C'est quoi ton avis? Tu sais, on vit dans une société où tu vas mécaniquement sortir ton téléphone toutes les 2 secondes pour aller voir si tu n'as pas une nouvelle notification sur ci ou sur ça. Tu vois. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent et ne vivent pratiquement que au travers du regard des autres. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la plupart des gens également n'osent pas entreprendre et n'osent pas poursuivre leurs rêves, parce qu'ils vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce que les gens vont penser si j'ose parler de mon projet, j'ose dire que je veux sortir des sentiers battus et sortir du système qu'on m'impose pour poursuivre mes rêves, et qu'en plus peut-être je vais échouer, mais qu'est-ce qui va se passer? Le monde va s'écrouler, je vais perdre tous mes amis, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Et en fait, s'ils agiraient d'une manière très pragmatique et non émotionnelle, en se disant ok, c'est quoi le risk-reward concrètement, un peu comme un trader paierait sur les marchés avec son money management. Ok, je mets mon stop loss à temps, je vais me permettre pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pendant 6 mois de tester, d'itérer cette idée-là, et derrière le potentiel profit que je vais pouvoir en tirer est 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois supérieur à ce que je pourrais engager. Et la problématique, c'est ça, c'est que les gens, voilà, peur du regard des autres, syndrome de l'imposteur, syndrome de l'objet brillant. Aussi, on ne fait que de leur dire finalement au travers de nous, nos communications, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit plein d'autres acteurs qui prônent l'entrepreneuriat et qui partagent de la valeur, qu'aujourd'hui on peut le faire, on peut entreprendre, etc., que les barrières à l'entrée sont beaucoup plus faibles. Mais en même temps, de l'autre côté, des acteurs comme beaucoup, comme moi aussi, on montre une certaine réussite sur les réseaux et du coup ils se disent « Ah non, mais j'arriverai jamais à atteindre ce niveau » ou typiquement même au niveau production, etc., on pousse toujours de plus en plus loin le niveau de la qualité. Les gens s'attardent non pas au fond, mais plus à la forme et donc ils se comparent encore une fois. Et s'il y a bien 2 biais qui font que la plupart des entrepreneurs qui osent se lancer n'y arrivent pas, donc là on est passé au cap de j'ose me lancer, c'est se comparer aux autres et vouloir aller trop vite. Et du coup ça revient au même, tu vois, on revient sur ce problème de qu'est-ce que vont penser les autres, le regard des autres, etc. Je pense que c'est vraiment le pire des cancers pour les gens ambitieux. Et on parle d'entrepreneuriat ici, mais ça s'applique à tout, hein, ça s'applique à tout. Vouloir aller trop vite, je trouve que c'est un problème dont on ne parle pas du tout assez. Et qui est pourtant ultra réel, et je le dis honnêtement, même moi à mon niveau, c'est-à-dire où on commence déjà à avoir une boîte structurée, une quinzaine de personnes dans l'équipe, plusieurs verticales et tout, je sens parfois ce risque de la précipitation. Qu'est-ce qui fait ça, en fait, au-delà j'ai envie de dire évidemment de The Ride, pourquoi on n'a pas cette éducation à être patient? Parce que c'est très difficile en fait comme problématique. C'est une excellente question et c'est bien que tu mettes le doigt dessus. Je pense que c'est lié au fait que, comment dire, il y a plusieurs choses.
Peut-être qu'il y a cette optique de se comparer directement ou indirectement. Tu vois, même moi, à un moment donné, je me disais, waouh, maintenant je vois de plus en plus, aujourd'hui j'ai 27 ans. Et pendant très longtemps, les gens me disaient, c'est fou tout ce que tu as fait à ton âge, c'est incroyable. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont 19, 20, 20 ans, 21 ans, qui ont fait des dizaines de millions dans certains domaines, etc., qui cartonnent sur tous les trucs. Et je me dis, waouh, incroyable. Alors moi, je suis plus stimulé et enthousiaste pour eux. Mais de l'autre côté, j'ai eu une période où je me disais, attends, mais c'est pas possible, il a dû comprendre un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a compris l'enfoiré? C'est ça, tu vois. Et tu te compares et tu as envie d'aller plus vite. Et tu te dis, attends, mais lui, il en est déjà là et tout, machin. Attends, et c'est toujours ce phénomène. Il y a ça. Et il y a aussi, pour te citer deux autres points, il y a aussi la personnalité de chaque individu. Tu vois, toi par exemple, tu es très dans une énergie d'action. Un des premiers trucs que j'ai dit de toi lorsqu'on s'est rencontrés, c'est qu'on sent tout de suite lorsqu'on échange avec toi que ton cerveau va plus vite, tourne plus vite que la moyenne. Tu vois, tout de suite, tac, 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 ça tilt, ça y va. Il n'y a pas un truc où je t'ai entendu dire des choses qui n'étaient pas pertinentes ou alors. Ça fait plaisir, je dis beaucoup de conneries aussi. Ouais, mais ou alors par exemple, tu n'arrivais pas à connecter les points. Tu vois, il n'y a pas à un moment donné, les deux fils se touchent et puis boum, shutdown. Donc il y a ça. Et l'autre point peut-être, c'est une question d'ambition. Tu vois, moi je connais des gens qui sont très 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 ambitieux, qui vont même être radicalistes par rapport à leur choix de vie pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Avant de les avoir atteints, ils ne vont pas se permettre de faire certaines choses ou pas tolérer certains écarts par rapport à leurs objectifs. Et du coup, plus tu pousses justement... C'est dangereux ça, tu penses ? C'est une très bonne question. C'est un peu en fait, comme tu dis, genre le fait d'être très discipliné en mode militaire et tout, un peu ce que m'expliquait Yomi Denzel sur le côté, tu fais des objectifs extrêmement précis, des routines ultra exigeantes. C'est dangereux si ça t'est imposé par une personne ou des éléments extérieurs et que ça ne contribue pas à ton bonheur, au contraire, ça devient un poids, ça devient une charge. Ouais, là, c'est dangereux. Parce que tu viens nourrir consciemment ou inconsciemment une sorte de dette de frustration énorme dans ton quotidien qui fait qu'un jour, ça va péter. Et ok, tu auras beau être comme ça pendant un certain temps et d'un coup, pouf, ça va exploser et tu vas être plus bactère. Là, ça peut être dangereux. Mais si c'est interne parce que tu sais pourquoi tu le fais, comment tu le fais et que ça vient de toi, de ta propre initiative, à mon sens, je trouve ça plutôt même très sain. Est-ce qu'on fantasme un peu la réussite ? Parce que maintenant, tu as très bien réussi, et pour les gens qui te suivent le savent, sur beaucoup de business différents. Et donc aujourd'hui, la question financière, on va dire, en tout cas de lifestyle, elle est assez secondaire en termes de quête de réussite. Est-ce que les gens fantasment, les jeunes entrepreneurs vont fantasmer potentiellement trop la vie que toi tu mènes ? Je pose la question. Ou est-ce que toi tu te dis, bon, par rapport à la vie que j'avais avant, quand même, évidemment qu'il fallait le faire. Enfin, par rapport à ce que toi tu t'espérais quand tu t'es lancé, et ce que tu as aujourd'hui, est-ce que je parlais d'une forme de déception ou est-ce que tu te dis putain, c'était exactement ce que j'espérais ? Moi, j'ai rien espéré. Ok. J'espérais juste être libre, tu vois. Genre, je gagnerais 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois et je serais un même niveau de bonheur, ça m'irait tout aussi bien. Donc, j'ai jamais eu de hautes attentes finalement. Tu sais, je viens de la campagne en Suisse, il y a plus de vaches que d'habitants dans mon village à la base. J'étais quelqu'un de très timide, introverti. Je voulais pas grand-chose. Quand j'étais jeune, j'avais pas forcément d'amis, j'avais pas du tout d'amis, je me sentais pas à ma place. Si tu veux, donc j'ai grandi dans un univers qui fait que j'aurais 1/10 ou 1/100 de ce que j'ai aujourd'hui, je serais déjà le plus heureux du monde par rapport à mon parcours de vie. Donc ça, c'est pour répondre à ta deuxième question. Pour répondre à ta première question, le fantasme... Me concernant, non. Pourquoi ? Parce que pendant toute la phase, y compris même la phase d'ascension, j'ai vraiment documenté le travail acharné. Peut-être même trop. Au point même où les gens me prenaient littéralement pour une machine. Tu vois, ils pensaient que le matin au petit-déj, je prenais un bol de boulon avec un peu d'huile. Tu vois, pas des céréales et des machins, tu vois. C'est vraiment ça. Ils pensaient que j'avais pas de cœur, que j'étais que là pour de la performance, que pour des KPI, que machin. Et c'est vraiment ce que je véhiculais. Je me réveillais le matin à 6h ou 5h, j'allais dormir à 23h, minuit, 1h du matin, je voyageais partout, je faisais des séminaires toutes les semaines, je prenais des avions, 2, 3, 4 avions par semaine, j'étais tout le temps en séminaire, tout le temps en coaching, tout le temps en call, tout le temps en machin. Il n'y avait que ça qui comptait. Et je le montrais en toute transparence. Et je disais aux gens, les gars, si vous voulez réussir, les gars ou les filles, si vous voulez réussir, il faut travailler, il faut charbonner, c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile, faut ci, faut ça, machin. Donc j'ai tellement en fait appuyé sur ces éléments parce que pour moi c'était hors de question de mentir aux gens ou alors de leur montrer une réalité qui n'est pas celle
qu'elle est, j'étais OK avec le fait de leur dire les gars, faut bosser dur. Donc finalement, ça n'a pas créé énormément de fantasmes autour de ça. Aujourd'hui, de par le fait que j'ai fait un gros break sur les réseaux, pourquoi? Parce que j'en avais marre de vivre pour partager plutôt que de partager ce que je vivais. Vraiment, j'étais devenu à un moment où j'allais à un endroit pour pouvoir rentrer en hélicoptère pour faire ma story. Je prenais un plat au restaurant parce que c'était plus joli, pas parce que je l'aimais, tu vois. Je louais une voiture alors que je pouvais prendre un chauffeur ou un Carim standard juste pour faire ma story et voilà, pour montrer, tu vois. Ou je prenais l'option berline luxe machin sur Willy ou autre. Et c'était quoi le but? C'était animer la communauté ou c'était une forme de, je sais pas, de revanche aussi sur là d'où tu venais et tout? Non, c'était il y a plusieurs choses. Il y a, je pense, une part d'ego, bien sûr, revanche, etc., comme tu l'évoques. C'est certain. Il y a aussi une démarche héroïste, pure, où on était arrivé à un moment, tu vois, tu parlais de ceux qui montrent du fantasme, etc. Tu as ceux qui montraient que du lifestyle, que de la réussite, que la partie visible de l'iceberg, mais pas la partie émergée. Et du coup, tu dois contrebalancer. Tu vois, je te donne un exemple. Un exemple tout bête, tu montres aux gens que tu voyages en business, après ça suffit plus parce que tout le monde a montré que tu voyages en business. Ah, maintenant il faut montrer que tu voyages en first. Tu montres aux gens que tu voyages en first, ah bah non, maintenant ça suffit plus, il faut prendre un jet privé. Tu as pris le jet privé, non, maintenant ça suffit plus, il faut le jet privé avec la Rolls en bas, les meufs qui vont avec, etc. Et moi j'ai très rapidement décroché de ce truc-là et pas voulu continuer à participer, surenchérir à ça et surenchérir plus avec de la valeur, du contenu, de la transparence, du travail, etc. C'est pour ça qu'après j'ai arrêté totalement les réseaux et là aujourd'hui vu qu'honnêtement je travaille quasiment plus, je suis plus dans l'opérationnel, ça doit représenter 10%, 15% de mon temps, tout le reste je fais du réseau, je fais des meetings, je fais de la strat, je prends des décisions, etc. J'ai plus grand chose à montrer à part des zooms et des trucs, donc je montre un peu des bons restos, des belles choses, donc ça repart un peu dans du lifestyle, mais c'est mon quotidien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non mais je comprends, et puis c'est intéressant parce que tu as aujourd'hui, je trouve, un peu une forme de contre-culture d'entrepreneurs qui construisent en public, dont en tout cas moi je me revendique, en tout cas partiellement, de montrer, on va dire, beaucoup plus des découvertes ou des apprentissages que de montrer du lifestyle pur. En fait, du lifestyle que pourrait être aligné à ceux d'influenceurs ou de gosses de riches, tu vois. Totalement. Et j'ai l'impression que ce mouvement-là est en train de gagner l'adhésion du public. Et je pense notamment un peu au shift qu'a fait Yomi Denzel depuis quelques mois, voire quelques années sur ses réseaux. Je pense à ce que fait Théo Lyon aussi très bien. Oussama aussi depuis qu'il est parti de The Family. Ce que je fais moi ou ce que font d'autres. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus justement cette... Est-ce que tu as l'impression, enfin c'est même mon avis, parce que toi tu es quand même là-dedans depuis longtemps, c'est 2016, 2017 je crois que tu étais vraiment pris cette vague entrepreneur en ligne. C'est ça, exact, ouais. Est-ce que tu as vu un changement en fait justement là-dessus? Il y a énormément de phases. Il y a énormément de phases et c'est qu'une question de sophistication du marché. Comme dans tout marché, finalement, quelque chose qui était extraordinaire devient banal. Il faut rechanger la chose. Les gens, un truc dont les gens raffolent, ils s'en lassent. Il faut trouver quelque chose d'autre, etc. Et il y a eu des phases, et tu as eu la phase effectivement lifestyle surenchérir, tu as la phase maintenant, tu as eu la phase contenu, transparence, documenter sa réussite, tu as beaucoup la phase, maintenant on en parlait tout à l'heure, la phase podcast, interview, etc., échange de valeurs et autres où tu te différencies par d'autres biais, par d'autres moyens. Et voilà, c'est comme même au niveau des produits, tu as eu la phase e-book, tu as eu la phase blog, tu as eu la phase e-book, tu as eu la phase formation en ligne, tu as eu la phase coaching, tu as eu la phase mastermind, tu as plein de choses qui rentrent en ligne de compte et selon justement le marché, la densité du marché, l'ampleur que ça peut avoir, tu dois à chaque fois t'adapter, que ce soit au niveau de ta communication, ta rétention, ta conversion et ouais, je pense que... Tu penses c'est quoi la prochaine phase? C'est quoi ton pari? Je pense que les gens en ont marre du bullshit et se rendent compte de plus en plus qu'il y a des gens qui extrapolent, embellissent, racontent une histoire sous un angle qui n'est pas la réalité. Et je pense qu'on va rentrer de plus en plus dans une phase sur là, ces 12 à 18 prochains mois de transparence. Exemple, tous les mecs qui prônent de l'investissement
On s'en foutra de voir des vidéos où ils te disent ça c'est un pullback, un machin, tac, tu réagis comme ça. Non, ils voudront voir des bilans hebdomadaires où il partage son écran avec son journal de trading, où on voit tous les trades les uns après les autres, etc. Pareil, immobilier, on voudra voir les actes de vente, le vlog avec le mec dans l'immeuble, la rentabilité sur papier de combien ça marque. Et tu remarques aujourd'hui les vidéos qui commencent vraiment à bien performer et qui surtout ont de la visibilité mais de la conversion derrière, parce que finalement, faut aussi se le dire, la visibilité c'est une chose, mais réussir à convertir ton audience, quel que soit l'objectif et le produit que tu vends, service ou prestation, ou vision, message, peu importe que tu vends, c'en est une autre et c'est important. Je pense qu'on arrive vraiment dans cette phase, on est en plein dedans et ça va s'amplifier. Pareil aussi, les formats longs type podcast, là il commence à en avoir beaucoup. Je pense qu'il va y avoir un épuisement et les gens vont justement ne s'intéresser qu'à ceux qui proposent les meilleures interviews, le meilleur contenu, la meilleure trame éditoriale, etc. Ou ceux qui vont réussir à innover un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements du côté du youtubeur anglais Iman Gadzhi, qui est en train de créer, je trouve, une nouvelle voie que prend Yomi aussi assez proche. Iman surfe parfaitement sur la vague Tate. Finalement. Ouais, exactement. Exactement. Et c'est d'ailleurs un peu la question que je te posais, et ça m'intéresse d'avoir ton avis. Est-ce que aujourd'hui, ça devient une bonne idée, ce qui n'était pas le cas avant, mais ça devient une bonne idée de se politiser, pas politiquement, mais en tout cas en termes d'idées. On a vu tout justement cette vidéo de Iman Gadzhi où il parle notamment de wokisme, il parle de ça et il en fait une analyse entrepreneuriale en fait. Est-ce que tu penses que ça va devenir un sujet où les entrepreneurs vont enfin en fait montrer une forme d'opinion sociétale, tu vois? En fait, je pense que l'élément sous-jacent de cette communication que prend Iman ou d'autres, c'est quoi? C'est la recherche à son paroxysme du clivage pour créer de l'engagement et pour aller justement faire en sorte que les gens partagent, les gens parlent, etc. Tu vois, quand c'est clivant, tu donnes une idée. Et on en parle, la preuve. C'est ça, tu en donnes une idée, c'est comme ça, et tu as ceux qui vont dire « Ah mais je suis vraiment à fond dedans, il a totalement raison, let's go, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est un génie », et d'autres « Mais c'est un malade, mégalo, machin, truc, tu dangereux et autres ». Et la façon la plus simple de chercher le clivage, c'est parler soit de politique, soit d'éléments du quotidien. Tu vois, à un moment donné, il aurait fait une vidéo, par exemple, en surfant sur le phénomène Black Lives Matter au moment justement où ça s'est passé. Ça aurait peut-être été pareil finalement, tu vois. Ou sur certains débats, selon les moments auxquels on se passe, où tu aurais quelqu'un, imaginons que tu aurais Yomi, qui aurait, pour parler du marché français, de par sa grosse visibilité et sa base assez mass market, qui au moment des Gilets jaunes arrive et tient des propos extrêmement clivants au travers de ça et vient amplifier ça avec d'autres trucs que tout le monde pense mais personne n'ose dire, etc. Tu deviens extrêmement clivant et tu aurais un engagement qui serait énorme sur une vidéo comme ça. Non mais je trouve c'est très pertinent, je trouve ça très vrai et qu'en plus c'est une bonne opportunité de parler aux bonnes personnes parce que par définition, il y a effectivement peu de gens, le terme wokiste, je l'aime pas trop, mais il y a peu de gens, on va dire wokistes pour utiliser le thème de Iman Gadzhi, qui en fait suivent Iman Gadzhi ou en fait vont faire du business avec lui parce que c'est deux manières très différentes. C'est un peu aussi une forme de vague après le succès de Jordan Peterson. C'est exactement ça. Et encore vraiment la base du truc, c'est à mon sens, les gens cherchent à être clivants parce qu'ils cherchent de l'engagement et ils vont disposer d'un certain panel d'outils pour justement chercher ce clivage et donc cet engagement. Et ensuite, ils piochent. Et toi, justement, par rapport à ton propre personal branding, maintenant que tu as atteint un certain stade où en fait ça tourne sans que tu aies besoin d'être très opérationnel, est-ce que ça devient une priorité ou à l'inverse, ça devient quelque chose de plus du tout important? Non, mon personal branding reste une de mes priorités. Ouais, raison pour laquelle on a lancé le déclic encore cette année, raison pour laquelle en 2023 on a tout un plan éditorial, on va reprendre activement la chaîne YouTube et plein de choses, raison pour laquelle on sort un Reels, un TikTok par jour, etc. Et voilà. Pourquoi? Parce que pendant cette phase de pause où même j'ai eu pas mal d'opportunités dans le Web3, des choses comme ça, pendant l'année 2021, j'ai mis aussi de côté entrepreneurs.com, je suis sorti de capital de 3 boîtes également, j'ai eu d'autres opportunités après à côté, bref. 100% des opportunités qui venaient à moi
sans que je ne communique nulle part, sans que je ne fasse quoi que ce soit, et en étant en plus à Dubaï, à des milliers de kilomètres de la France, là où j'ai 80% de la plupart des gens qui me connaissent, c'est grâce à ce personal branding que j'avais créé ces années précédentes, tu vois. On avait même mis entrepreneurs.com en pause par rapport à l'accompagnement des débutants, qui représente le plus gros justement de notre clientèle, c'est plusieurs milliers de personnes. Et pourtant, même au travers de ça, j'avais encore de la demande grâce à ce personal branding. Donc, le personal branding, tu sais, c'est vraiment le truc que moi je recommande à tout le monde, qui a d'une valeur énorme, qui change ta vie à tout jamais. Il y a un avant, il y a un après personal branding. Il faut en prendre soin, il faut le cultiver. Et je parlais de ça avec quelqu'un dans qui je suis très proche, et qui est l'une des personnes les plus brillantes que je connaisse et qui a beaucoup contribué à développer beaucoup de personal branding autour de lui, mais qui lui a toujours mis son personal branding un peu de côté, voire ne l'a pas développé. Et on parlait de ce phénomène qui est justement ça crée une sorte de dette finalement, où pendant très longtemps, il aurait pu justement développer ce personal branding, mais il ne l'a pas fait. Et c'est très compliqué après du coup de rattraper, ou alors il faut trouver des raccourcis, surfer sur une trend, comme l'a fait Iman, tu vois, par exemple. Là, il a gagné 1 million d'abonnés en l'espace de très peu de temps, c'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a surfé sur une trend. Ou Emilio Abril qui a fait un carton sur Instagram en l'espace de quelques semaines. Totalement. Non mais c'est vrai, c'est une bonne question. Nous on a une agence. Je me permets un point, par exemple pour Emilio, comme Iman d'ailleurs, on pourrait se dire ils ont fait une percée, c'est incroyable en seulement quelques semaines, mais Emilio, comme Iman et comme plein d'autres, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être qu'ils publient régulièrement du contenu. Et je pense que c'est toutes ces graines plantées les unes après les autres qui font qu'après tu as une telle maîtrise du sujet, maîtrise de la chose que tu comprends, tu vois la brèche et tu surfes dessus. Je suis complètement d'accord. Et nous, on a une agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs qui s'appelle Le Surligneur. Ouais. Et nous, on voit beaucoup que c'est encore des méthodes ou des philosophies qui sont très, très, très faiblement adoptées auprès des entrepreneurs, si tu me permets l'expression, plus traditionnels, plus parisiens, Startup Nation et tout. Non, mais et que je suis étonné, je prends juste cet exemple-là, je suis étonné de voir que LinkedIn est de très, très loin le réseau social le plus utilisé par ces entrepreneurs-là. Alors que Instagram, TikTok ou YouTube, il y a des choses extraordinaires à exploiter. Bon, même Twitter, apparemment, Twitter, maintenant les entrepreneurs s'y mettent aussi. Ouais, totalement. C'est vrai que Twitter, j'ai commencé... Toi, toi, les entrepreneurs sur Twitter? C'est intéressant, j'ai passé un petit peu de temps dessus. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plus des ghostwriters Twitter qui se prospectent entre eux et qui publient plein de trucs. En tout cas, c'est ma perception de la chose par rapport peut-être à ce que l'algorithme me met en avant. De l'autre côté, je suis des entrepreneurs plus traditionnels ou plus avancés également sur le réseau. Mais moi-même, là, ça fait à peu près 6 mois tu vois, que je suis sur Twitter. Je passais de 200 abonnés à 2500 abonnés, full en organique, en publiant pratiquement tous les jours des threads ou des tweets. Je ne les écris pas tous. Mais fondamentalement, tu vois, comparativement à LinkedIn, où LinkedIn, j'ai réactivé juste quelques semaines. En quelques semaines, on a dû générer peut-être 200 ou 300 000 euros sur LinkedIn. Sur Twitter, en plusieurs mois, j'ai généré 0 euros. J'ai peut-être vendu 2 places pour un networking, alors que c'est pas du tout une action qui est dans un but profitable ou autre lucratif. Donc, ça me donne un peu un parallèle. Donc, pour le moment, je pense que c'est bien de planter des graines, c'est la façon dont je le vois, mais qu'il n'est pas encore assez abouti ni assez peuplé par des clients potentiels ou des gens intéressés pour mettre tout son focus dessus. LinkedIn, si tu fais du B2B, sera à mon sens meilleur. C'est sûr, il y a des énormes ROI, nous on le voit bien. Et même avec nos clients, et donc du coup, moi, ça me fait même poser la question, est-ce que c'est tabou de ne pas s'occuper soi-même de son propre personal branding? Non, je pense pas. Je pense même que c'est honnête de le dire dans le sens où, à partir du moment où tu as un process très clair, moi par exemple, je sais et je valide 100% de tout ce qui est publié sur tous mes réseaux. J'ai un process extrêmement clair avec une réunion hebdomadaire. J'ai mon bras droit qui valide tout ça. À chaque fois, on a des gens qui également travaillent sur ces différents sujets, etc., etc. Tu vois, je vais pousser le vice au point de te dire, il est possible que 50 à 60% de mes prochains tweets ne soient même pas écrits par un humain. Ils soient écrits directement par une IA. Je suis en train de tester différentes choses. ChatGPT ? Pas ChatGPT, Jasper.
qui est beaucoup plus abouti et qui est beaucoup plus adapté au marketing et au copywriting. ChatGPT, on en a fait quelques-uns, Jasper aussi également, même certains Reels, et je le dis, voilà, par exemple 3 conseils pour entreprendre selon une IA, tu vois, j'ajoute la mention selon une IA. Donc moi, tout est scripté, c'est pas moi qui écris mes Reels d'ailleurs. Donc finalement, tu vois, au même titre que si c'est pas moi qui écris certains posts sur LinkedIn ou certains tweets sur Twitter, c'est pas moi qui écris mes Reels, c'est pas moi qui écris certaines de mes vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce que je suis dans une démarche et une dynamique aujourd'hui dans mon quotidien qui fait que je ne me concentre que sur ce que moi-même, seulement moi-même peut faire. Donc scripter des Reels pour en avoir de la quantité tout en ayant la qualité, je peux le déléguer. Faire le montage, je peux le déléguer. Faire la publication, je peux le déléguer. Répondre aux commentaires, je peux le déléguer. Quand il y a des commentaires très spécifiques, etc., qui sont autres que « Ah ouais, super top », bien sûr, là j'ai une notification avec un process clair via Slack où je vais y répondre une fois par jour pour garder ce lien avec la communauté, respecter le temps de chacun qui vient me donner de la force, etc. Mais globalement, moi je pense qu'il n'y a pas de tabou à ça. C'est même une réalité. À partir du moment où l'entrepreneur réussit, au travers d'un process et de bons collaborateurs qualifiés, à quand même transmettre son ADN et son âme au travers de toutes ces publications. Non, mais je comprends très bien. C'est très, très honnête de ta part d'en parler. Et je le dis parce que nous, une très grosse partie de nos clients du surligneur, on est sous NDA. Donc on n'a pas le droit de dire qui ils sont parce que pour eux, il y a une question de réputation. Ouais. Mais après, je pense que la philosophie entre les entrepreneurs plus traditionnels et les entrepreneurs en ligne bien sûr, est aussi pas la même par rapport à ça. C'est certain, nous, tu vois, on est vraiment dans une démarche de ROI quand on fait des campagnes, quand on fait des choses, et ce depuis le début, parce qu'on bootstrap tout, alors que les entrepreneurs plus traditionnels, ils vont plus être dans une démarche d'image, de long terme. Et du coup, au même titre que tu vas dire, attends, mon ROI, si je passe tant de temps à faire un post LinkedIn, etc., machin, est-ce que ça vaut vraiment le coup et autres ? De l'autre côté, certains vont se dire, attends, mais si les gens savent que ce n'est pas moi qui écris réellement, quel va être l'impact sur mon image ? Tu vois, c'est deux façons d'analyser la situation et du coup de prendre tes décisions qui sont totalement différentes. Mais est-ce que tu penses justement que ces deux mondes, ce monde de l'entrepreneuriat en ligne, dont le cliché un peu c'est l'infopreneur à Dubaï, même si ça représente beaucoup plus que ça, des agences digitales, des youtubeurs et tout, et le monde de la startup nation plus traditionnelle, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont en train de se rejoindre de plus en plus ? Totalement, ils sont en train de se rejoindre de plus en plus, c'est certain. Il y a pas mal d'acteurs d'ailleurs qui contribuent à ça. Je trouve que c'est une excellente chose parce que le monde de la startup a énormément à apporter au monde des infopreneurs. Le monde des infopreneurs et du business en ligne, du bootstrap en général, pour le qualifier comme ça, a énormément à apporter à la startup. Le nombre de startups qui finalement ne font pas d'argent, etc., parce qu'ils savent même pas en faire, non mais c'est assez fou. Et ils arrivent à lever des fonds et autres avec des idées soi-disant innovantes, mais finalement qui ne trouvent même pas de clients ou de feeds sur le marché ou peu importe, c'est fou. C'est fou. Et de l'autre côté, le nombre d'infopreneurs qui ne savent pas structurer leur entreprise, qui n'osent pas forcément recruter, qui n'osent pas forcément avoir une grosse vision, ou qui lever des fonds, viser une très grosse boîte. C'est ça, qui ne s'autorisent pas à scaler parce qu'ils ne savent pas lever des fonds, ils ne savent même pas que c'est possible potentiellement. Alors qu'un VC ou n'importe quel investisseur, il verrait certains chiffres en interne de business en ligne d'infoprenariat bootstrappé avec des ROI de 3, 4, 5, 10, 12 parfois, à peine tu lances une campagne comme ça, mais il t'ouvre toutes les vannes, tu vois. C'est incroyable et moi je l'ai vu et c'est vraiment un phénomène duquel j'ai été témoin et je suis de plus en plus, au même titre que les entrepreneurs plus traditionnels. J'ai beaucoup d'entrepreneurs traditionnels que je commence à avoir en coaching, plus avancés du coup, ce sont des gens qui font entre 100 et 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois, voire plus pour certains. Et tu te rends compte qu'ils sont encore avec leur feuille, leur stylo, ils ne savent pas ce que c'est un CRM, ils ne savent pas ce que c'est des emails automatisés, ils ne savent pas ce que c'est aucun outil de gestion, ils ne savent pas ce que c'est un back-end, ils ne savent pas faire de la publicité, etc. C'est fou, tu vois. Et on plug ça derrière, tu augmentes leur chiffre d'affaires, tu multiplies par 3 leur rentabilité, tu divises leurs coûts, ça change leur vie. Et du coup, je pense que ça va se faire de plus en plus parce que les gens, avec aujourd'hui l'information telle qu'elle est accessible, toi, tu as des sceptiques, mais tu as quand même des sceptiques intelligents qui vont être sceptiques et qui vont quand même oser tester. Et une fois qu'eux auront testé et approuvé, tu as tous les autres sceptiques qui, eux, vont suivre ces anciens sceptiques, tu vois. Comme toujours. Et dès que tu en as fait tomber un dont tout le monde a confiance, effet tout le monde domino. tombe. Ouais.
Ouais, mais c'est super intéressant et puis en plus je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de valeur à apporter entre les deux mondes. Moi je suis justement un peu entre, je suis une des rares personnes justement dans cet écosystème un peu entre les deux mondes et Totalement. c'est incroyable la valeur que tu trouves de chaque côté de l'échelle. Et c'est marrant parce que ça commence même des business qui ressemblent à des business d'entrepreneurs en ligne Ouais. qui commencent à être dans les milieux un peu entrepreneurs parisiens. J'étais à un dîner d'entrepreneurs hier avec un mec qui s'appelle Sacha Benamou qui a monté une boîte qui s'appelle Freeland. Ouais, je connais bien avec Corentin, Exactement. Maxime. Ouais, Exactement. on bosse avec Freeland. Bah, Sur une de mes boîtes, on bosse avec Freeland. Bah, donc, il était hier avec des entrepreneurs ou en tout cas des personnalités beaucoup plus parisiennes et tout le monde était scotché parce qu'en fait, il est en train d'annoncer des chiffres que une start-up n'annonce jamais en fait. Une start-up, elle est divisée, c'est divisé par 10 ou par 5 pour lever des fonds. Lui, il était déjà à des chiffres d'entrepreneurs, enfin de start-up solides quoi en fait. ouais, totalement. C'est très marrant et je suis assez curieux de voir la suite. Mm. Et j'ai une dernière question dans cette partie un peu sur toi et sur ce que tu fais, c'est quoi un peu ton endgame toi? C'est quoi le but final? Qu'est-ce que tu ferais si t'avais on va dire toute la liberté totale de ton temps et de ton argent? Où est-ce que tu irais? Qu'est-ce que je me ferais chier s'il y avait une fin du jeu, je pense. J'ai pas Non, de... mais je te prends un exemple, j'ai posé la question à Yomi, Yomi m'a dit, bah en fait, soit je monte une boîte tech pour aller au milliard, Ouais, soit je deviens le plus gros youtubeur de francophone en business, quoi. Ouais, en vrai, c'est une très très bonne question, hein. C'est une très très bonne question. Je réagis comme ça parce que je me la suis jamais posée. Moi, je suis un mec, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, j'ai plein de business et j'ai plein de trucs. C'est que mon cerveau, il arrive jamais à se reposer. Genre, si j'ai rien à faire, si j'ai rien à penser, je m'ennuie. Enfin, il se passe des choses, mais c'est horrible. Et il y a que quand je dois aller dormir où j'arrive à dormir comme ça, j'ai vraiment cette chance. Mais la fin du jeu, Et que je dis fin du jeu, c'est une blague, mais quel est le projet d'ampleur que tu voudrais mener maintenant ou dans quelques années pour vraiment, je sais pas, poursuivre un rêve de gosse ou Je pense que si j'avais vraiment cette capacité-là, j'irais révolutionner au sens large le monde de l'éducation. Et tu sais, souvent les gens qui ont eu une scolarité un petit peu particulière ou autre, qui ont été catalogués, genre toi t'es un cancre, toi tu ne réussiras jamais. C'était mon cas, par exemple. C'était mon cas. Voilà, bienvenue au club. Et on leur a prouvé le contraire justement. Mais tu vois, souvent les gens comme ça veulent contribuer à leur façon, à leur manière, à leur échelle, au système éducatif, par la transmission d'informations, par les formations, par plein de choses. C'est pour ça qu'on crée du contenu aussi à la base. C'est pour ça qu'on crée du contenu à la base, totalement. Et moi, je pense que j'irai à fond là-dedans. Surtout aujourd'hui, tu vois, avec tous les outils, déjà, la visibilité, le fait, l'intelligence artificielle, la formation, l'expérience qu'il y a derrière. Enfin, aujourd'hui, c'est tellement facile et accessible de créer des écoles en ligne. Tu parlais de freelance, c'est vraiment c'est leur leitmotiv, hein, créer des écoles en ligne. Qu'il y a vraiment quelque chose à faire justement autour de ça. Et j'irai, je pense, à fond dedans. Je ne sais pas exactement comment, je ne sais pas exactement dans quel objectif, je ne sais pas dans quelle ampleur, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Là-dedans, parce que finalement il y a tellement d'incohérences quand tu vois le système scolaire obligatoire où on t'apprend plein de choses, sauf par exemple la confiance en soi, le fait d'apprendre. Même on t'apprend pas à apprendre, tu vois, c'est fou ça. On t'apprend pas à apprendre, on t'apprend pas la confiance en soi, on t'apprend pas à te sentir bien dans ta peau, bien dans ta tête, bien dans ton corps, on t'apprend pas à pouvoir t'exprimer clairement en public par rapport à tes idées, transmettre ta vision des choses, ton opinion librement, on t'apprend pas à établir de bonnes relations sociales autour de toi et justement cultiver, entretenir ce genre de choses pour ton bien-être personnel et celui des autres. Tellement de choses qu'on ne t'apprend pas à l'école, mais on va t'apprendre la trigonométrie, on va t'apprendre Pythagore, on va t'apprendre les capitales de toutes les villes d'Europe, etc. Alors c'est bien la culture générale, mais je pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes et finalement, ce n'est pas des trucs que tu vas utiliser dans ton épanouissement personnel de ta vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir au sujet du système éducatif et scolaire au global, donc je pense que je contribuerai au travers de ça. Le premier, c'est une citation de Bill Gates qui, moi, m'inspire pour le coup beaucoup et que je trouve génial. Et ce matin, dans ton avis, c'est si je donne des tâches compliquées aux gens flemmards parce qu'ils vont trouver une manière facile de le faire. Ouais, totalement. C'était soit celle-ci que tu me sortais, soit une autre, mais celle-ci, je la connais très bien et je l'apprécie et je l'adore. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton interprétation de ça? Ah, mais mon interprétation, j'en pense que de mon expérience sur ces dernières années, j'ai eu des gens extrêmement brillants autour de moi
Et parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, on aurait pu aller à la même finalité, voire plus ou alors moins, mais avoir un meilleur rendement de notre temps en se posant beaucoup moins de questions. Et même si, donc, tu as cet aspect intelligent que tu évoques, mais l'aspect flemme, tu vois, te pousse et te mène justement à aller droit au but. Et tu vois, je vais te donner un parallèle très simple. Les dropshippers, c'est un exemple parfait. Parce que la plupart des dropshippers, en tout cas certains que je connais, c'est des mecs, tu vois, qui ont compris un truc, qui ont utilisé un filon, qui ont fait beaucoup d'argent et qui aujourd'hui veulent répliquer ce schéma à chaque fois. Mais qui à la base n'ont pas fait de hautes écoles, ne sont pas forcément des gros bosseurs, viennent de cité, partaient de zéro, partaient de rien, etc. Et j'en connais beaucoup des comme ça. Et finalement, tu vois, des fois j'analyse la chose et je me dis waouh, mais attends, il a lancé ça, ça a fait ça. D'un coup, il a vu cette opportunité, il a jumpé là-bas, il a fait ça en tant de temps, selon quelques semaines, boum, ça a explosé. Comment il a fait? Et le dénominateur commun de ces gens-là, c'est qu'en fait, ils ne se prennent pas la tête, ils font sans se poser de questions et ils font vraiment en mode 20-80, même limite 6-96, tu vois, 6-94, pardon. Et c'est vraiment pousser le Pareto à son paroxysme. Et je vois ce phénomène chez beaucoup de gens autour du dropshipping, chez beaucoup de gens autour du business en ligne et ce genre de business bootstrappé, parce que c'est dans l'obligation de le faire finalement. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui d'arrêter de se poser mille et une questions et de juste faire en mode 20-80 et voir ce que ça donne. Très, très bien vu. Andrew Tate, qu'on censure, entre guillemets, ou en tout cas qu'on supprime de Twitter, c'est quoi ton avis toi, sur la question? Est-ce qu'on devrait ou pas le supprimer, c'est ça? Ouais. Non, je pense pas qu'on devrait le supprimer. Non. Tu sais, moi je vois ça un petit peu comme des trucs de fou. J'ai grandi en Suisse, en la campagne, et puis il y avait une ville pas très loin, à 15 minutes. Et à la gare de cette ville, il y avait plein de gens qui étaient un petit peu perdus dans leur vie, consommaient des drogues, dealaient, etc., etc. Tout le monde embêtait les personnes âgées, essayait de... Voilà. Bref, et tu vois, genre la police, par exemple, elle allait plus s'occuper des gens qui, je sais pas, n'avaient pas payé leur parking derrière, ou plus de futilité, tu vois, de futilité, alors que des gens qui dealent, qui se droguent et qui agressent des jeunes femmes ou des personnes âgées, on n'en fait rien, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu pareil le phénomène Andrew Tate, même si tout ce qu'il dit, je ne le partage pas à 100%, même si tout ce qu'il dit, c'est pas des plus respectueux à chaque fois, etc., notamment pour la gente féminine ou par rapport à certaines idées ou idéaux qu'il a, mais en attendant, il fait partie de ces gens qui donnent de l'espoir, démocratise l'entrepreneuriat, motive certaines personnes, rend possible certaines choses et il ose dire les choses. Rien que pour ça, c'est quand même une grosse preuve de courage et je pense qu'il y a de moins en moins d'entrepreneurs qui ont vraiment du courage aujourd'hui et même de gens en général qui ont du courage aujourd'hui et je pense que ça se perd et c'est important. Donc tu vois, pour moi, c'est le même paradoxe. On va aller censurer ou embêter des gens qui, ok, ils font quelque chose de pas bien, mais finalement, sur l'ensemble, peut-être, c'est pas si grave que ça, tu vois. Donc là, peut-être que je vais me choper des haters aussi de dire ça, mais peu importe. Et de l'autre côté, il y a plein de gens qui vont faire dire des choses atroces ou autres sur des réseaux sociaux, et on va les laisser parler. Peut-être parce qu'ils n'ont pas la visibilité, ou peut-être parce que ça dérange personne, ou peut-être parce que voilà, et on va les laisser faire. Tu vois, et ça, je trouve que c'est un paradoxe que j'ai de la peine un petit peu à accepter. Soit on laisse tout le monde sur un pied d'égalité, soit on fait correctement les choses. Non mais je comprends complètement, et puis c'est vrai que ça pose une vraie question de qui décide ce qu'on a le droit de dire, il n'y a pas le droit de dire. C'est ça. Je suis d'accord que c'est une question qui part très flippante quand tu vas jusqu'au bout de qui a le droit d'appuyer sur le bouton supprimer, quoi. Tu vois. C'est ça. Je sais plus de qui c'est d'ailleurs, mais c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Totalement. Tu sais, on parle beaucoup de ma réussite d'entrepreneurs.com, etc. Je t'ai parlé avant de Amine, qui est mon associé historique avec qui on a lancé notre première boîte, personne brillante, etc.
j'ai l'humilité de le dire, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas eu les résultats que j'ai eu aujourd'hui. Parce que grâce à ça, il y a une visibilité énorme qui a été créée. Grâce à lui, on a mis en place des personnes dans nos équipes qu'on a formées, enfin qu'il a recrutées, qu'on a formées, etc. et qui ont rendu tout ça possible. Grâce à ça, des opportunités sont créées où j'ai pu ensuite m'associer à d'autres projets. Donc tu vois, c'est un effet domino, encore une fois, qui fait que tout ça est devenu possible. Donc je te donne cet exemple isolé parce que c'est mon histoire personnelle, mais je le vois au travers de plein de parcours autour de moi et je le vois aussi dans mes projets, dans mes structures au quotidien où aujourd'hui, comme dit, je ne suis quasi plus dans l'opérationnel. Si je n'avais pas des équipes, des personnes sérieuses sur qui je peux compter, en qui j'ai confiance, qui ont la même vision que moi, qui sont déterminés, qui sont motivés, qui comprennent aussi cette fameuse citation parfaitement, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui. Et je pense que aucun entrepreneur peut se dire 100% self-made, ça n'existe pas. C'est un travail dans l'union qui rend tout ça possible et c'est la somme de tous ces éléments qui rend l'équation aussi belle. Et la dernière, ça vient de Asher, que j'avais trouvé cette phrase absolument géniale. Il ne faut pas l'équipe parfaite pour gagner, il faut l'équipe parfaite pour être dans la merde. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est drôle qu'Owen dise ça dans le sens où c'est typiquement le genre de phrase qu'un mec qui a subi plusieurs beer markets pourrait dire. C'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail-là, effectivement. Subi et survie. Faut quand même souligner. Et d'ailleurs, là, j'ai vu récemment, il a communiqué sur le fait que Just Mining devient Meria, avec toute une autre vision justement autour de ça. Donc franchement, je respecte autant la personne que l'entrepreneur qu'il est. Écoute, oui, je pense que c'est vrai parce que finalement, tu vois la force de ton équipe, la solidité de ton équipe quand tu es dans la merde, quand les choses vont pas forcément bien, que ce soit sur le plan pro comme le plan perso. Tu as une équipe qui va par exemple accepter de revoir ses rémunérations à la baisse ou de ne plus être rémunérée pendant un certain temps parce que ton projet va mal. Il y en a peu par exemple, tu vois. Et ça c'est l'exemple ultime. Alors ça m'est pas forcément arrivé, mais ça est arrivé à certains clients et j'étais vraiment époustouflé et reconnaissant de la culture d'entreprise que cet entrepreneur avait su créer à ce moment-là pour rendre ça possible par exemple. C'est ouf ça, je suis d'accord que c'est incroyable, c'est incroyable, tu vois, parce que l'équipe en tant que telle ne sont pas forcément entrepreneurs incentivés dans le projet, sont des salariés qui ont des obligations, qui ont des charges, ils n'ont rien demandé, tu vois, ils sont là, ils font leur job et autres. Et ce dévouement qui peut se créer, donc c'est vraiment, ça pousse au paroxysme cette citation à son maximum, mais c'est un bon exemple je trouve et je suis tout à fait d'accord avec celle-ci. Merci Alec. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci pour l'invitation. Avec très grand plaisir, c'était très cool et surtout je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu as réussi à construire sur le fait d'avoir réussi à mélanger des business en ligne, des business plus physiques, enfin en tout cas on va dire plus concrets et tout. Et je trouve ça vraiment que tu as une vision intéressante et puis j'encourage ceux qui ne te connaissaient pas ou qui te connaissaient de loin à aller regarder ce que tu fais, notamment ton podcast où je pense que le temps qu'on publiera cette vidéo il sera relayé, donc vous pouvez aussi aller regarder ça. Totalement, on a fait un super épisode toi et moi et bravo pour ce que tu fais et merci pour cette invitation. Merci, c'est un très grand plaisir. On se retrouve très bientôt les amis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra. Avec de l'IA peut-être, on se posera la question. On se retrouve très bientôt. Ciao. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna